Désolé, ton iPhone 17 est cassé, a dit ma sœur juste après que j'ai refusé de lui prêter 10 000 euros. Ma mère a simplement soupiré. C'était juste un accident. Je n'ai pas discuté. Cette nuit-là, j'ai fait quelques manœuvres discrètes, quelques appels, quelques changements de mots de passe. Et j'ai attendu l'aube, le moment où elle se réveillerait. Il y a des moments où une seule phrase frappe si fort que votre esprit a besoin d'un instant pour la rattraper. La mienne est arrivée par un après-midi chaud à Lyon, lorsque tout ce que je pensais pouvoir tolérer a basculé d'un seul coup. Je m'appelle Amélie, et jusqu'à ce jour, je croyais sincèrement connaître déjà les limites de ce que ma famille pouvait me faire endurer. Désolé, ton iPhone 17 est cassé, a dit ma sœur aînée après que j'ai refusé de lui prêter 10 000 euros. Sa voix était plate, presque lasse, et l'écran brisé dans sa main rendait évident qu'elle ne l'avait pas fait tomber par erreur. J'ai demandé pourquoi elle avait même touché mon téléphone sans ma permission. Elle a haussé légèrement les épaules, comme si c'était quelque chose que je ne devais pas prendre personnellement, comme si les dégâts qu'elle avait causés étaient un contretemps mineur que je devais régler en silence. Avant que je puisse bien comprendre la situation, maman est intervenue avec cette douceur familière qu'elle n'utilisait que dans une seule direction et m'a dit que c'était juste un accident. Elle a ajouté que je ne devais pas en faire toute une histoire. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé ni regardé d'assez près pour voir ma mâchoire se crisper. C'était le même scénario que d'habitude. Ma sœur créait le désordre. Maman balayait tout ça de côté, et on attendait de moi que j'avale ma frustration comme une sorte de preuve que je tenais à ma famille. Je suis restée silencieuse, car le silence a une façon de révéler ce que les gens attendent de vous. Ma sœur me regardait comme on regarde une machine dont on croit qu'elle fonctionnera exactement comme elle l'a toujours fait. Elle pensait vraiment que j'allais encaisser le coup et passer à autre chose. Au lieu de ça, j'ai senti quelque chose s'installer en moi avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais que j'avais atteint un point de non-retour. Si vous étiez à ma place, avec le téléphone en morceaux et les excuses déjà prêtes à être utilisées, qu'auriez-vous fait ensuite? Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous géreriez un moment comme celui-ci. Cet après-midi-là, quand je suis rentré dans mon appartement à Lyon, le silence semblait plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes m'observaient pendant que je mettais de l'ordre dans tout ce qui s'était passé. J'ai posé mon sac et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration. Pourtant, mon esprit revenait sans cesse à la même vérité que j'avais évité de nommer pendant des années. Ma sœur aînée, Morgane Lefebvre, n'était pas soudainement devenue quelqu'un capable de fracasser mon téléphone pour 10 000 euros. Elle avait toujours marché sur la ligne entre le sentiment que tout lui était dû et la commodité, et j'avais passé la majeure partie de ma vie à m'écarter pour faire de la place à ses choix. Je me suis laissé tomber sur mon canapé et j'ai repassé en boucle des moments que je m'étais forcé à minimiser, ceux qui s'étaient accumulés assez discrètement pour passer pour normaux à l'époque. Il y avait les après-midi où elle empruntait de l'argent, promettant de le rendre avant la fin du mois, pour que je finisse par couvrir ses découvertes quand elle oubliait un paiement. Il y avait les matins où je découvrais qu'elle avait utilisé mon nom pour demander une carte de magasin parce que la sienne avait trop de frais de retard. Chaque incident semblait anodin en soi, mais le coup retombait toujours sur mes épaules, tandis que maman insistait sur le fait que je devais être patiente parce que les familles veillent les unes sur les autres. Cette version de « veiller les uns sur les autres » avait toujours penché en faveur de Morgane, peu importe à quel point c'était gênant pour moi. Alors que la tension s'intensifiait, mon meilleur ami, Julien Dubois, a appelé après avoir remarqué que ma voix s'était brisée lorsque nous avions parlé plus tôt. Julien me connaissait depuis assez longtemps pour percevoir le changement que j'essayais de cacher. Et quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, la frustration qui colorait le silence de Julien m'a tout dit. Je ne me plaignais que rarement. Pourtant, à l'instant où les mots ont quitté ma bouche, j'ai senti les années de déséquilibre se mettre en place avec une clarté qui m'a surprise. Julien m'a rappelé que mes réactions n'étaient pas excessives, mais qu'elles auraient dû se produire depuis longtemps. Entendre quelqu'un valider cette vérité m'a donné juste assez de stabilité pour continuer à déballer les souvenirs que j'avais mis de côté. Il était impossible d'ignorer à quel point cette dynamique avait commencé tôt. Quand j'étais encore à l'école, maman trouvait toujours une raison d'adoucir les conséquences pour Morgane, prétendant qu'elle était sensible ou dépassée, alors qu'on attendait de moi que je m'adapte parce que j'étais censé pouvoir en supporter davantage. Le message était subtil mais constant, et avec le temps, j'ai appris à absorber la déception sans la laisser paraître. Je pensais que la retenue faisait de moi la personne responsable, la fille qui maintenait la paix. Pourtant, tout ce que cela a fait, c'est apprendre à tout le monde que je plierais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à plier. Assise là,
j'ai réalisé que j'avais atteint un point où même les plus petits actes de mépris portaient un poids que je ne pouvais plus absorber. Le téléphone brisé n'était que la partie la plus visible d'un schéma qui s'était étendu sur toute ma vie, et une fois que je l'ai nommé, je ne pouvais plus prétendre que c'était quelque chose d'inoffensif. Une fatigue que je ne m'étais pas autorisé à reconnaître s'est installée en moi, plus lourde que je ne voulais l'admettre, mais indéniablement honnête. Je savais que je ne pourrais pas redevenir la version de moi-même qui tolérait tout par devoir. Quelque chose avait changé en moi, de manière stable et irréversible, et pour la première fois depuis des années, j'ai compris que prendre du recul n'était pas de la déloyauté, mais de la survie. Cette nuit-là, quand j'ai vérifié à nouveau mes comptes, un sentiment de malaise s'est installé en moi avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec l'intention de n'examiner que quelques transactions récentes. Pourtant, dès que le tableau de bord s'est affiché, j'ai réalisé que la situation était bien plus profonde qu'un simple téléphone cassé. Ce qui avait commencé comme une simple recherche de frais inhabituels s'est rapidement transformé en une piste d'activité qui ne ressemblait en rien à mon propre comportement. Et plus je faisais défiler, plus les pièces commençaient à s'aligner d'une manière qui me serrait la poitrine. Le premier signal d'alarme est apparu sur ma page du partage familial Apple. Je l'avais configuré il y a des années par commodité, principalement pour que mes appareils restent synchronisés et que mes abonnements soient organisés. Cependant, lorsque j'ai ouvert l'historique des achats, plusieurs applications que je n'avais jamais téléchargées figuraient sur la liste, regroupées en mois de frais discrets qui avaient échappé à mon attention. C'étaient des abonnements à des services de style de vie, des outils d'édition et des mises à niveau premium qui correspondaient aux habitudes de quelqu'un d'autre plutôt qu'aux miennes. Le schéma semblait indubitable, surtout quand j'ai reconnu que les eurodatages coïncidaient avec les moments où Morgan avait emprunté mon téléphone sous prétexte de vérifier ses messages. À l'époque, ces demandes avaient semblé inoffensives. Pourtant, les preuves montraient quelque chose de bien plus délibéré. En creusant plus profondément, j'ai remarqué plusieurs microtransactions effectuées via Apple Pay. Certaines étaient de petites courses alimentaires, d'autres étaient des articles ménagers divers provenant de magasins que maman fréquentait. Les montants étaient mineurs en soi, assez bas pour se fondre dans n'importe quel budget mensuel sans tirer la sonnette d'alarme. Pourtant, la régularité du schéma rendait l'intention difficile à écarter. Je me suis souvenu des fois où maman avait mentionné avoir oublié sa carte ou avoir besoin de payer rapidement des moments que j'avais considérés comme des services familiaux de routine. Voir la trace enregistrée dans mes propres relevés a balayé les excuses auxquelles je m'étais accroché. Essayant de rester concentré, j'ai appelé Julien et lui ai demandé de l'aide pour vérifier si certains frais montraient des signes d'approbation manuelle ou de récurrence automatique. Julien a abordé la situation sous un angle technique plutôt qu'émotionnel. En examinant les eurodatages, les identifiants des appareils et les journaux d'autorisation, sans la douceur de la sympathie, Julien a souligné que plusieurs achats avaient été autorisés via des appareils qui n'étaient pas enregistrés à mon nom, ce qui signifiait que quelqu'un avait utilisé mes identifiants à mon insu. La précision de cette conclusion a donné à la situation une forme beaucoup plus nette, me laissant avec la reconnaissance troublante de la durée pendant laquelle cette limite avait été franchie. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à compiler chaque entrée suspecte, en les organisant par catégorie pour que mes pensées ne s'éparpillent pas. La liste s'est allongée progressivement, se transformant de lignes éparses en un enregistrement structuré de la manière dont mes comptes avaient été traités comme une propriété commune. J'ai surligné les applications liées aux habitudes de Morgan et j'ai marqué les achats correspondant aux routines de maman. Ensuite, j'ai regroupé les anomalies restantes sous une colonne que j'ai intitulée « Source incertaine ». À mesure que le fichier s'étoffait, il est devenu clair que les dommages financiers allaient bien au-delà des totaux visibles. Ce qui me troublait le plus, c'était de réaliser que cette utilisation abusive n'était pas nouvelle. Pourtant, j'avais été trop disposé à rationaliser les signes jusqu'à présent. Une fois que les preuves se sont présentées clairement devant moi, j'ai senti un changement silencieux à l'intérieur, un changement qui rendait le déni impossible. J'ai ouvert mes paramètres et j'ai commencé la première série de ce que j'ai appelé en silence mais, manœuvres discrètes, des actions subtiles destinées à me protéger sans rien annoncer. J'ai mis à jour mes mots de passe avec des combinaisons que personne ne pouvait deviner, j'ai supprimé tous les appareils partagés et j'ai révoqué les autorisations liées aux anciennes connexions. Chaque étape me donnait l'impression de récupérer une partie de ma vie que j'avais cédée trop facilement. Quand j'ai eu fini, le document brillait sur mon écran, rempli de preuves de choix que j'avais laissé d'autres faire pour moi. L'épuisement qui a suivi ne m'a pas submergé cette fois-ci. Il m'a stabilisé, me rappelant que la reconnaissance était la première étape pour reprendre le contrôle, et la piste de preuves que j'avais recueillie rendait une chose certaine, le schéma avait finalement atteint sa fin.
Vers minuit, j'ai commencé à agir avec une clarté qui me semblait inhabituelle mais stable, comme si toutes mes pensées éparses s'étaient enfin alignées après les découvertes que j'avais faites plus tôt dans la soirée. L'appartement autour de moi reposait dans un calme feutré qui m'aidait à me concentrer sur ce qui devait être fait. J'ai ouvert le panneau de configuration de l'identifiant Apple et j'ai pris une lente inspiration avant de démanteler entièrement le réseau de partage familial. Chaque appareil qui n'était pas le mien apparaissait comme un rappel des limites que j'avais laissées s'étirer bien au-delà de la raison. En supprimant chaque couche d'accès, je pouvais sentir une séparation silencieuse prendre forme, non pas par des déclarations spectaculaires, mais par les petits clics délibérés de quelqu'un qui récupère ce qui lui appartient. J'ai continué en mettant à jour chaque mot de passe lié à ma vie numérique. J'ai d'abord changé l'identifiant Apple principal, puis je suis passé aux connexions de courriel secondaire, aux points d'accès bancaire, aux notes chiffrées et au stockage archivé. J'ai créé de longues séquences de caractères sans signification personnelle, afin que rien ne puisse être deviné ou retracé. Chaque écran de confirmation ressemblait à une porte se fermant derrière moi, et le sentiment de contrôle qui revenait à chaque étape s'est installé dans ma poitrine avec une calme résolution. J'ai vérifié s'il restait des appareils connectés, je les ai révoqués sans hésitation et j'ai regardé la liste se réduire jusqu'à ce que seuls mes propres appareils restent. Au moment où la page s'est actualisée, une nouvelle sorte de quiétude s'est installée dans la pièce. Ensuite, j'ai appelé l'opérateur. J'ai vérifié mon identité, confirmé le numéro de compte et demandé la résiliation immédiate de la ligne secondaire de Morgan. Le représentant m'a demandé si je comprenais que cette action déconnecterait entièrement le service qu'elle utilisait. Ma réponse a été stable, ferme et définitive. Lorsque le représentant a confirmé que la ligne avait été supprimée de mon compte, j'ai noté l'identifiant de l'appel et l'heure exacte dans mon document qui ne cessait de s'allonger. Avoir une preuve claire pour chaque action me donnait un sentiment d'ancrage, comme si je posais le pied sur un sol solide après avoir été debout sur quelque chose d'instable pendant bien trop longtemps. Une fois la confirmation arrivée, j'ai rédigé une notification pour les comptes auxquels Morgan avait accès via mon identifiant Apple. Je n'ai inclus ni reproche ni explication émotionnelle. J'ai simplement déclaré que toutes les autorisations étaient révoquées, que les services liés ne fonctionneraient plus et que je ne serais pas responsable des frais qui apparaîtraient à partir de ce moment. J'ai envoyé le message sans attendre de réponse, car je comprenais que mon objectif n'était pas de m'engager dans une autre conversation épuisante, mais de fermer des voies qui n'auraient jamais dû exister. Après cela, j'ai contacté le propriétaire de Morgan, la même personne qui m'avait autrefois demandé de co-signer son bail lorsqu'elle rencontrait des problèmes financiers. Je me suis présenté à nouveau et j'ai posé des questions sur l'état actuel de son contrat. Le propriétaire a mentionné quelques frais impayés, j'ai donc demandé des copies des documents pertinents. J'ai expliqué que j'avais l'intention de retirer ma garantie dans le délai autorisé par l'accord et j'ai demandé une confirmation écrite une fois le processus terminé. La conversation est restée brève car le propriétaire a reconnu que ma demande était entièrement dans mon droit. Lorsque les documents sont arrivés dans ma boîte de réception, j'ai sauvegardé chaque fichier dans un dossier dédié et je les ai de nouveau sauvegardés dans mon stockage en nuage privé. Je suis retourné à mon document principal et j'y ai ajouté chaque étape terminée. À chaque nouvelle ligne, la situation qui semblait autrefois enchevêtrée et écrasante est devenue suffisamment structurée pour que je puisse voir exactement où j'en étais. J'ai fermé mon ordinateur portable juste au moment où l'horloge marquait le début d'un nouveau jour, et le silence qui m'entourait s'est installé avec un poids différent d'auparavant. En regardant le faible reflet de mon visage sur l'écran sombre, j'ai compris que les choix silencieux que j'avais faits cette nuit n'étaient pas seulement destinés à rompre avec d'anciens schémas, mais aussi à garantir que je ne retomberais jamais dans une vie où mes limites pourraient être traitées comme facultatives. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, je sentais déjà que la journée exigerait un niveau de stabilité que je n'avais que récemment appris à trouver en moi. J'ai posé mon sac sur mon bureau, j'ai consulté mon calendrier un bref instant, puis j'ai entendu les pas pressés de l'assistante de la réception se diriger droit vers moi. Elle m'a informé à voix basse que 2 visiteuses attendaient dans le hall et exigeaient de me parler. Avant même d'atteindre le couloir, je savais exactement qui elles étaient. Morgan se tenait au centre de la réception avec une posture destinée à attirer l'attention qu'elle croyait mériter. Son expression portait un mélange de fureur et de suffisance qu'elle n'essayait pas de cacher. Maman se tenait légèrement derrière elle, tentant de masquer son malaise avec un ton doux qui ne correspondait pas à l'impatience visible dans ses yeux. Dès que Morgan m'a aperçu, elle s'est avancée sans aucune retenue. « Tu m'as bloqué l'accès à tout. Règle ça tout de suite », a-t-elle dit assez fort pour que plusieurs employés tournent la tête. Maman a suivi avec un doux plaidoyer. « Amélie, s'il te plaît, arrête d'être déraisonnable.
Ta sœur est stressée. Rétablis-lui son accès. Sa voix essayait de paraître calme, mais elle portait toujours l'attente que je finirais par céder, comme je le faisais autrefois. J'ai maintenu ma position fermement. Je leur ai rappelé que chaque compte en question m'appartenait uniquement et que j'avais agi en plein droit. Morgane a refusé d'accepter ce qu'elle appelait une excuse. Elle s'est penchée plus près avec un regard furieux qui révélait la pression qu'elle ressentait. Si tu refuses, je m'assurerai que tout le monde ici sache à quel point tu es égoïste. Tu penses qu'ils te respecteront après ça? Julien est entré dans la zone à ce moment-là à titre professionnel, en tant que membre de l'équipe de conformité interne de notre entreprise. Julien ne s'est pas approché pour m'offrir un soutien émotionnel. Au lieu de cela, il s'est positionné à proximité pour s'assurer que personne n'enfreignait les politiques de conduite. Il n'y a eu ni réconfort, ni adoucissement de la situation, ni implication dans le conflit qui se déroulait entre moi et ma famille. Morgane a rapidement haussé le ton en voyant que je restais calme. Tu me dois cet accès. J'ai tout construit grâce à tes comptes. Tu ne peux pas me couper l'accès juste parce que tu es contrarié. J'ai maintenu le contact visuel et j'ai répondu avec une clarté délibérée que l'utilisation non autorisée de l'identifiant Apple et des services financiers d'une autre personne était inacceptable. J'ai déclaré que la suppression de son accès était une mesure corrective nécessaire et non une réaction impulsive à des sentiments blessés. Maman a tenté une fois de plus d'utiliser l'appel familier à l'obligation familiale, mais le poids de cet argument ne m'atteignait plus. L'agitation a attiré l'attention de la direction du bureau, qui est arrivée avec une demande ferme. Ils ont informé Morgane qu'elle perturbait un espace de travail sécurisé et qu'elle devait partir immédiatement. Elle a résisté avec un ton de confrontation, insistant sur le fait qu'elle avait tout à fait le droit de rester. Lorsque la sécurité s'est approchée, elle s'est finalement dirigée vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée brusquement et a lancé une dernière menace. « Tu regretteras ça quand tu auras besoin de nous. » J'ai répondu d'une voix stable qui m'a surprise moi-même. Je lui ai dit que chaque décision que j'avais prise reflétait ce qui s'était déjà passé et que j'étais prête à accepter tout ce qui s'ensuivrait. Une fois qu'elles ont quitté le bâtiment, j'ai fait une brève pause pour reprendre mon souffle, pleinement consciente que cette confrontation ne marquait que le début du changement que je m'étais engagé à mener à bien. 3 jours plus tard, j'ai senti le premier vrai changement dans l'atmosphère autour de moi, un changement qui montrait à quel point les répercussions de mes décisions silencieuses avaient commencé à se propager. Je me suis réveillé avec une étrange stabilité ce matin-là, une clarté qui semblait mériter plutôt qu'emprunter, et je me suis préparé à tout ce qui allait se dérouler dans les heures à venir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle les murs autour de Morgane commenceraient à se refermer une fois que les systèmes qui la soutenaient auraient finalement cessé de porter son poids. Le premier signe est arrivé par un bref message d'un collègue qui se demandait si j'avais entendu parler de la panne de messagerie dans le département de Morgane. J'ai gardé ma réponse neutre, car les problèmes internes de son employeur n'avaient rien à voir avec moi. Je suis resté concentré sur mon propre travail jusqu'en milieu de matinée, lorsqu'un numéro inconnu a appelé ma ligne de bureau. La voix à l'autre bout du fil s'est présentée comme un superviseur du lieu de travail de Morgane et m'a demandé si j'avais une idée de la raison pour laquelle elle ne pouvait pas accéder à son compte d'entreprise. Son ton suggérait qu'il pensait que je pourrais détenir une information manquante. J'ai précisé que je n'étais en rien impliqué dans l'administration de leur plateforme numérique et que tout problème d'authentification devrait être traité directement avec leur équipe interne. Il m'a remercié poliment, bien que j'ai senti qu'il réalisait qu'il se passait bien plus de choses qu'il ne l'avait initialement supposé. En début d'après-midi, une autre conséquence est apparue. Mon propriétaire m'a transféré un avis du gestionnaire immobilier du complexe d'appartements de Morgane. Il demandait confirmation concernant la garantie financière que j'avais fournie lors de son emménagement. J'ai ouvert le document avec soin et j'ai rédigé une déclaration formelle retirant mon soutien. J'ai inclus chaque détail requis avec une précision minutieuse, puis je l'ai soumis via le portail officiel afin qu'il y ait un enregistrement complet du changement. Une fois que j'ai reçu la confirmation, j'ai sauvegardé le fichier dans le même dossier que celui contenant le reste de la documentation que j'avais compilée. Plus tard dans la journée, mon téléphone s'est à nouveau allumé, cette fois avec un message d'une cousine qui demandait pourquoi maman appelait des parents pour exprimer son inquiétude face à ce qu'elle décrivait comme mon comportement complètement déraisonnable. Selon elle, j'avais laissé Morgane sans défense dans un moment difficile et j'avais jeté l'opprobre sur la famille. J'ai laissé le message s'afficher sur mon écran pendant plusieurs minutes avant de répondre, car je devais réfléchir aux résultats que je souhaitais obtenir de cette conversation.
J'ai finalement écrit que les limites personnelles n'étaient pas des actes d'hostilité et qu'aucune des complications actuelles n'avait été créée par moi. Je n'ai pas offert d'explications supplémentaires, car j'avais atteint un point dans ma vie où la justification inutile me semblait être une abdication du contrôle. Pendant que les parents débattaient et spéculaient, Morgane faisait face à une vague de problèmes plus importants. Elle a tenté de présenter des documents alternatifs à son employeur, mais tout nécessitait l'accès à l'adresse de courriel qu'elle ne pouvait plus ouvrir. Les ressources humaines l'ont suspendu temporairement pendant qu'ils enquêtaient sur ce qu'ils appelaient une activité d'identification irrégulière. J'ai appris cela uniquement parce que Julien m'a transmis une courte mise à jour de quelqu'un qui avait assisté à la réunion. Julien n'a pas commenté la situation et n'a pas exprimé de sympathie à mon égard. Il a simplement transmis l'information de la même manière directe qu'il utilisait chaque fois que nous discutions de détails factuels liés à mon cas. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai passé en revue la chronologie des événements des derniers jours. Chaque action que j'avais entreprise avait été silencieuse, délibérée et entièrement dans mon droit. Les conséquences qui se déroulaient maintenant n'étaient pas des punitions que j'avais imposées, mais des résultats que Morgane avait créés pour elle-même. Voir ces schémas enfin faire surface m'a apporté un sentiment de clôture inattendu. Je comprenais que ce n'était que le début. Pourtant, je reconnaissais aussi que mes limites tenaient enfin. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucun besoin de sauver qui que ce soit des retombées de ses propres choix. Une semaine plus tard, j'ai réalisé que le silence entourant Morgane avait pris une qualité plus lourde, comme si les conséquences qui s'étaient accumulées autour d'elle avaient finalement décidé d'arriver tout en même temps. J'ai d'abord remarqué le changement grâce à un bref message transmis par un collègue qui avait assisté à une réunion avec le département des ressources humaines de son entreprise. Il a écrit que sa suspension n'était plus temporaire car elle n'avait pas réussi à compléter les étapes de vérification obligatoires qui nécessitaient l'accès à des systèmes auxquels elle ne pouvait plus accéder. J'ai lu le message 2 fois sans réagir. J'ai ressenti un lointain sentiment de reconnaissance, comme si je m'étais attendu à ce que ce moment se déroule exactement de cette manière. Plus tard dans la matinée, une autre notification est apparue sur mon téléphone. Elle provenait du portail d'emploi de l'entreprise, celui où j'avais autrefois signé un document de vérification de revenus pour soutenir sa candidature pendant une période où elle insistait avoir besoin d'aide, juste le temps qu'elle s'installe. L'alerte indiquait que son employeur avait déposé un avis de licenciement qui serait bientôt visible lors des futures vérifications. Le ton était clinique, dépourvu d'émotion, ce qui le rendait encore plus frappant. Je suis restée assise avec ça en silence, consciente que c'était l'un des derniers fils auxquels elle s'était accrochée comme preuve d'indépendance. En milieu de semaine, la deuxième conséquence est apparue. Le gestionnaire immobilier de son complexe d'appartements m'a envoyé un courriel de suivi demandant un formulaire de garant mis à jour. Ils ont écrit que sans une confirmation renouvelée, le bail entrerait automatiquement dans une période de réévaluation de 30 jours. J'ai ouvert leur message, examiné les détails qu'ils avaient joints et soumis des documents confirmant mon retrait. En quelques heures, ils l'ont accusé de réception et ont ajouté un avis formel expliquant que Morgane devrait répondre seule aux exigences de revenus. J'ai sauvegardé la correspondance dans le même dossier où je gardais les autres archives, car l'organisation m'apportait une certaine stabilité pendant ces jours. Ce soir-là, une parente de l'extérieur de la ville m'a envoyé un message inquiet. Elle a dit que maman avait appelé diverses branches de la famille pour expliquer que j'avais abandonné Morgane dans un moment de crise et que tout ce qui lui arrivait était le résultat de mon refus d'agir comme une sœur. J'ai lu le message lentement. Je pouvais presque entendre le mélange familier de culpabilité et de contradiction de maman. Si ces déclarations avaient été cohérentes, peut-être aurait-elle eu du poids, mais elle changeait son récit en fonction de l'auditoire et du résultat, et ce schéma s'était répété tout au long de ma vie. J'ai répondu que chaque adulte doit assumer la responsabilité des structures dont il dépend. J'ai gardé ma réponse brève, car une explication plus approfondie changeait rarement quoi que ce soit. 2 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que Morgane avait reçu un délai pour quitter l'appartement. La nouvelle s'est répandue rapidement parmi les parents, elle avait fait ses valises à la hâte et avait emménagé dans une chambre d'amis appartenant à un cousin éloigné qui vivait à près d'1 heure du centre-ville. Apparemment, elle avait tenté de présenter des preuves de finances alternatives mais n'avait pas pu atteindre les seuils requis. Ils ont dit qu'elle semblait choquée par la rapidité avec laquelle tout s'était effondré, comme si elle croyait encore que quelqu'un interviendrait en sa faveur. Quand j'ai fini de lire ces mises à jour, j'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis retourné à la tâche qui m'attendait. J'avais signé les papiers pour mon propre déménagement plus tôt ce matin-là. Le nouvel appartement était niché loin du centre-ville de Lyon, dans un quartier plus calme qui semblait avoir un tout autre rythme.
Le trajet était plus long, mais quelque chose dans cette distance me semblait juste. Je voulais un espace où personne ne franchirait les limites ou n'utiliserait ma stabilité comme filet de sécurité. L'après-midi suivant, une lettre de maman est apparue dans ma boîte aux lettres. Son écriture était inégale. Elle alternait entre me blâmer, défendre Morgan et contredire ses propres arguments dans des lignes consécutives. Je l'ai lu une fois sans laisser rien de tout cela s'installer, je l'ai plié soigneusement et je l'ai placé dans un tiroir. Je ne lui devais aucune réponse, et je ne ressentais plus le besoin de porter une responsabilité qui ne m'appartenait pas. Alors que mes cartons de déménagement s'empilaient, je sentais la forme de ma vie se transformer en quelque chose de plus stable. Le chaos qui entourait la famille ne m'atteignait plus. Ils opéraient dans leur turbulence, et je me tenais à l'extérieur pour la première fois. Cela ressemblait moins à une victoire qu'à un retour à moi-même, une reconnaissance silencieuse que la paix commence parfois au moment où l'on cesse de laisser les autres définir notre rôle dans leur tempête. Un mois plus tard, le rythme de ma vie s'est installé dans un schéma plus stable qui semblait mériter plutôt qu'emprunter. Mes journées de travail sont devenues plus concentrées, car je ne dépensais plus d'énergie à anticiper la prochaine crise qui pourrait éclater autour de Morgan. Ma productivité a augmenté d'une manière qui a surpris même mon superviseur. Et les responsabilités supplémentaires que j'ai acceptées sont venues avec une augmentation de salaire qui a discrètement confirmé ma décision de protéger mes limites. J'ai traversé les semaines avec une clarté qui m'avait manqué pendant des années, et chaque projet terminé renforçait le sentiment que j'avais repris le contrôle de ma direction. Les nouvelles de Morgan arrivaient par fragments, généralement par l'intermédiaire de parents qui avaient du mal à comprendre comment elle était tombée si rapidement de la position confortable qu'elle occupait autrefois. Ils disaient qu'elle passait d'un emploi temporaire à l'autre, payée de manière irrégulière, et aucun d'eux ne lui offrait la stabilité dont elle avait besoin pour reprendre pied. Sans garant et sans relevé de revenus fiables, elle se retrouvait incapable de signer de nouveaux baux. Elle restait dans la maison de ce cousin éloigné, où la patience commençait à s'épuiser. Ses dépenses augmentaient tandis que ses revenus diminuaient, et ceux qui s'étaient autrefois portés à son secours évitaient désormais toute implication. J'écoutais quand ces mises à jour me parvenaient, bien que je ne les cherche pas. Pendant cette même période, maman a tenté d'appeler plusieurs fois, laissant des messages qui alternaient entre des appels émotionnels et des tentatives de présenter la situation comme un malentendu. J'ai laissé les appels passer sans réponse, car chaque message révélait la même contradiction. Elle voulait que j'annule les conséquences que Morgan avait créées tout en refusant de reconnaître l'histoire qui avait conduit à cette distance. Mon silence n'était pas une punition. C'était de l'autoprotection. Au milieu de tout cela, Julien est passé un après-midi après avoir terminé une ronde de sécurité près de mon quartier. Nous nous sommes assis sur mon balcon avec du thé glacé tout en discutant de sujets neutres comme les schémas de circulation et les rénovations de bureaux. Il n'a pas abordé la situation familiale, et je n'ai pas offert de détails. La conversation était légère et respectueuse, libre de la pression tacite qui avait existé lorsqu'il avait été témoin de la confrontation au travail. Quand il est parti, j'ai apprécié que la visite soit simplement un geste de familiarité plutôt qu'une tentative de sauvetage. À la fin du mois, j'ai reconnu que ma vie semblait plus simple parce que j'étais enfin sorti des rôles que les autres m'avaient assignés. Je ne servais plus de tampon pour leurs décisions ni de solution de secours pour leurs urgences. La paix est devenue possible lorsque la responsabilité est revenue à qui de droit. J'ai appris que les limites ne sont pas des déclarations de colère, mais des engagements envers le respect de soi. Lorsque les gens s'habituent à s'appuyer sur vous sans rendre de compte, ils confondent votre silence avec un accord et votre soutien avec une obligation. Prendre du recul a révélé quelles relations reposaient sur une attention sincère et lesquelles dépendaient de la commodité. Au moment où j'ai cessé d'absorber le poids des choix des autres, j'ai enfin compris que protéger mon bien-être ne nécessite pas la permission de ceux qui ont autrefois bénéficié de ma complaisance. Merci d'avoir suivi cette histoire à travers chaque tournant et d'avoir donné de l'espace à une perspective façonnée par des choix difficiles. Si vous vous êtes déjà éloigné d'une situation qui exigeait plus qu'elle ne vous rendait, j'adorerais savoir comment vous avez géré ce changement. Partagez vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires afin que d'autres personnes confrontées à des carrefours similaires se sentent moins seules sur leur chemin.